Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Frédéric Sinclair. Bonjour monsieur. Bonjour. Frédéric Sinclair, écrivain, politologue, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin. Vous étiez dans son cabinet à l'époque de la présidence Chirac. Vous publiez cet ouvrage passionnant, très intéressant, L'extrême droite expliquée à Marie Chantal, à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TVL. Alors justement, commençons par le commencement. Frédéric Sinclair, c'est qui cette Marie Chantal? Que représente-t-elle? Marie Chantal rencontrée au Café de Flore par hasard, qui discute après les élections 2022 avec sa copine, très bourgeoise, très jolie, de cette bourgeoisie qui a rallié pleinement Emmanuel Macron, puis qui s'inquiète des élections, des résultats du Rassemblement national. Elle incarne parfaitement la Macronie aujourd'hui, c'est-à-dire cette élite dont Christopher Lasch fait un portrait saisissant et vraiment, j'allais dire, taillé au scalpel presque. Il est extrêmement sévère vis-à-vis de Marie Chantal, Christopher Lasch, dans son livre « La révolte des élites ». C'est la bobo, quoi. Mais c'est plus que la bobo, il la traite d'âne diplômé. Donc, il est sur sa structure intellectuelle, il est très violent. Ensuite, il dit que c'est une petite oligarchie, presque une petite clique qui monopolise les avantages de l'éducation, du pouvoir et de l'argent. Oui, il n'y a pas de méritocratie pour vous. Eh bien non, c'est Lasch qui dit, au moment où Marie Chantal réplique qu'elle est le produit de l'école républicaine, en fait, Lasch lui répond, mais votre méritocratie, c'est une parodie de démocratie. En réalité, vous n'êtes préoccupé que par vous-même, par votre capital, par votre statut social. Vous n'avez de souci ni pour ceux qui vous ont précédé et qui ont créé la civilisation dans laquelle vous vivez, ni pour ceux que vous prétendez gouverner. En réalité, votre méritocratie, c'est juste un moyen de vous distinguer des autres. Ceux qui contrôlent les flux internationaux d'argent et d'informations qui fixent les termes du débat public, c'est ceux dont vous parlez. Oui, son mari d'ailleurs, que j'appelle Gonzague. Alors Marie Chantal, son vrai prénom n'est pas. Marie Chantal, plutôt Alban, Doxy, Chloé, enfin prénom plutôt contemporain. De la même façon, son mari ne s'appelle pas Gonzague, mais ce Gonzague-là est banquier d'affaires. Donc on voit bien à quel point, je veux dire, le week-end, c'est des cocktails sur le rooftop des parents à Neuilly. On est presque dans la caricature. Ils ont une maison d'été au Cap-Ferré. Pendant que les gilets jaunes sont sur les ronds-points à galérer. Bah exactement. Et on se fout d'eux, quoi. Et alors on se fout des gilets jaunes, et j'allais dire, ça, à la limite, on peut tenir un discours compatissant, mais j'allais dire, l'hypocrisie majeure, c'est au moment où, près de chez eux, on va installer dans le 16e un centre de migrants, et où ils prennent fait et cause pour les migrants parce que l'accueil, c'est une valeur chrétienne. Ah, mais pas à côté de chez nous. Mais exactement. Ouais. Et quand on leur demande l'argument, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Non, mais c'est pas la question de la proximité, c'est juste que c'est une école. Vous voyez, on peut pas mettre des migrants dans une école, on a besoin d'école. Enfin bref, donc il y a sur leur morale qui a remplacé en fait la morale chrétienne qui est devenue une espèce de morale sécularisée bourgeoise. Il y a une forme d'hypocrisie, il y a une forme d'arrogance, dit Lasch. Une forme d'arrogance et de mépris qui n'a d'égal que finalement le peu de confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et c'est intéressant ça, parce que c'est ce qui m'a rendu Marie Chantal sympathique. Effectivement, ils sont assez peu sûrs d'eux-mêmes. Et Marie Chantal, plus que d'autres, parce que les femmes ont cette capacité à nous surprendre constamment par cette humilité. Hein, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Moi, je fais partie des quelques-uns qui pensent que les femmes nous sont supérieures. Non pas que chaque femme soit supérieure à chaque homme, mais que globalement, quand même, la civilisation et la féminisation vont de pair. Et donc, cette Marie Chantal, elle est attachante parce qu'elle écoute. Alors, au début, elle joue un peu sa Léa Salamé, c'est-à-dire que je balance 3 arguments, elle vient me contrer et elle m'explique que si je suis d'extrême droite, c'est que je suis un raciste et que je suis un xénophobe. Je lui dis, écoutez, d'abord, on discute, vous écoutez ce que j'ai à dire et ensuite, vous concluez. Et elle est capable de faire ça. Gonzague en est incapable. Oui, alors justement, vous cherchez à la convaincre, cette Marie Chantal, que les Zemmour, Le Pen, Ciotti ne sont en réalité pas du tout d'extrême droite. Alors c'est quoi l'extrême droite? Alors c'est vrai que cette mascarade, on n'arrive pas à y mettre un terme en fait. Il y a effectivement les Zemmour, les Ciotti, les Le Pen, les Bardella et compagnie. Et puis il y a aussi la partie médiatique, les CNews, les Europe 1, les JDD, les Valeurs Actuelles, les TV Liberté. On a mis une étiquette extrême droite partout. Pierre-André Taguieff, qui m'a servi de boussole,
pour ce livre, grâce à deux concepts. Le premier, c'est qu'il explique dans un livre qui date un petit peu maintenant sur la nouvelle droite qu'en réalité le terme d'extrême droite est une étiquette qui sert à disqualifier l'adversaire à partir du moment où on l'exclut du cercle de la respectabilité, de la raison. Eh bien, il n'y a plus besoin d'affronter argument contre argument. Oui, c'est l'artifice rhétorique pour disqualifier. Exactement. Et puis ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il définit 3 critères. Il dit voilà, et d'extrême droite qui prend le pouvoir par la force, au lieu de le prendre par le scrutin, donc le coup d'État, qui exerce une forme de force aussi, donc qui exerce le pouvoir par la force, donc la dictature, et qui discrimine, donc qui repense la notion de l'ennemi autrement, qui met en place un régime discriminatoire volontairement. Il faut que ces 3 critères soient coprésents. En général, on a tendance à focaliser sur le 3e uniquement et à traiter tout le monde de xénophobe à partir du moment où il y a une rupture d'égalité. Ça suffit pour mettre à l'extrême droite. Taguieff dit non, il faut les 3. Et donc je dis à Marie-Chantal, en réalité, aucun homme politique ni aucun journaliste ou commentateur n'appelle jamais ni au coup d'État ni à la dictature nulle part. Donc en réalité, c'est une espèce de... Ils ont tous participé aux élections depuis toujours. Et puis, ils vantent les mérites de la démocratie. Ils ont une peur viscérale ou un rejet viscéral en fonction des uns et des autres de la violence. Donc on n'a pas de ferment d'une véritable extrême droite dans la droite française. René Raymond, qui a... étudier les différentes droites, la droite bonapartiste, c'est quand même la droite la plus brutale, entre guillemets, la plus guerrière, et pourtant il la qualifie dans les droites et pas dans l'extrême droite. Aujourd'hui, on a tendance à dire aussi des monarchistes qui sont d'extrême droite. Bon, sauf que quand on regarde 10 monarchies en Europe et principautés aujourd'hui... Oui, les Anglais sont-ils tous d'extrême droite? Exactement, sous prétexte qu'ils ne voudraient pas que leur pays se transforme en république. Donc, encore une fois, tous ces arguments qui sont soit historiques, soit sociologiques ne fonctionnent pas. C'est pour ça que j'aime l'approche de Taguieff, en disant on va chercher dans la théorie politique. Dictature, discrimination. Oui, là on est vraiment d'extrême droite. Marie-Chantal me regarde et me dit mais alors il n'y a personne d'extrême droite en France. Je me dis si, il y a moi. Et alors vous avez cette définition, être d'extrême droite, in fine, c'est être chrétien contre-révolutionnaire. Oui, c'est vrai parce que c'est la façon dont je sens la chose. Le christianisme, c'est prendre position pour 1500 ans à minima de civilisation dans notre pays et 2000 en Europe. Et ensuite, contre-révolutionnaire, la Révolution française, c'est quand même un truc de mec de gauche, pardon de le dire comme ça. Anticatholique, fondamentalement. Anticatholique, anti-chrétien, avant même d'être anti-aristocrate. Et moi, je suis à la fois... antidémocrate d'une certaine manière, c'est-à-dire que non pas que je pense que la démocratie est mauvaise et qu'il faut l'abolir, mais je pense avec Montesquieu qu'il faut la contrebalancer. On lit mal Montesquieu, on pense que Montesquieu c'est la séparation des pouvoirs, c'est pas vrai, le point clé de Montesquieu c'est l'équilibre des pouvoirs. Donc la question c'est avec quoi on équilibre les pouvoirs. Eh bien la démocratie, on a tendance à croire que plus on met de démocratie et mieux elle se porte. Ben c'est faux. Montesquieu dit, en réalité, il faut que vous équilibriez démocratie et aristocratie. Il y a une crise aujourd'hui, et d'ailleurs elle ne date pas d'aujourd'hui, de l'aristocratie. Quand je dis aristocratie, ce n'est pas dans le sens patronyme à particules. Non, les aristocrates, c'était ceux qui allaient au front et qui mouraient jeunes, et c'est en échange de cela qu'ils avaient tous ces privilèges. Et c'est aussi, effectivement, ceux qui font... Lach l'explique, Ortega y Gasset l'explique aussi, c'est ceux qui font de la vie un devoir, un engagement envers l'autre. La vie, ce n'est pas seulement des droits. L'ensemble de droits, c'est un concept bourgeois. Pour l'aristocrate, il y a un ensemble de devoirs. Tocqueville explique que l'aristocratie s'est perdue elle-même, elle est devenue courtisane. Elle a abîmé le contrat qu'elle avait passé avec le peuple entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Et c'est ça qui l'a tuée. La bourgeoisie a repris un certain nombre d'exigences au cours du XVIIIe et XIXe siècle qu'elle a perdu assez vite parce qu'elle s'est vendue au capital, elle s'est vendue au libéralisme et elle est devenue finalement extrêmement exigeante vis-à-vis d'elle-même, ce fameux individualisme qu'on dénonce à tour de bras et qui fonde en réalité la société d'aujourd'hui où chacun ne se soucie plus que de soi-même. Et quand ça se traduit en termes de classe et de politique, eh bien finalement, il y a un abandon à la fois du peuple, mais aussi des structures institutionnelles et historiques. Et donc, la révolte des élites de Lach, c'est une critique sur ceux qui ont abandonné la fonction civilisatrice de l'aristocratie.
Et donc ça a besoin d'être réhabilité. En termes politiques... C'est ceux qui ont fait de l'argent la valeur suprême. Exactement. Du capital, c'est ce qu'on dénonçait. Oui, c'est Gonzague. La bourgeoisie libérale. C'est ce qu'on dénonçait tout à l'heure. Et c'est ce que finalement Marie-Chantal va petit à petit mettre aussi en question au fil du livre. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle va adhérer à ce que je lui dis, mais par contre elle va réfléchir. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je lui explique... il y a déjà une prise de conscience, une remise en question de la grille de lecture. Exactement. Et puis elle est l'élite. Qu'on le veuille ou non. On n'a pas d'élite de remplacement aujourd'hui. Il faut quand même le comprendre. Donc on fait quoi? Alors soit on tue tout le monde et à ce moment-là c'est la barbarie généralisée, mais ça n'a pas de sens. Soit on veut vraiment penser la chose politique et on se dit mais en fait cette élite qui est insupportable, les France 5, les France 2, les France Inter, les France Culture, je veux dire, il y a un moment, on en a marre de leurs leçons de morale. Il faut les rééduquer politiquement. C'est-à-dire il faut arriver... Et ils ont l'intelligence qu'il faut, même si là, je les considère comme des ânes diplômés. Et il y a quand même cette chose-là, et je veux rester optimiste sur cette chose-là. Surmonter les leçons de morale et l'arrogance de classe. Et penser la politique. Penser la politique. Arrêter d'avoir peur de l'usage de la force, alors que la force fonde le politique à peu près dans toutes les sociétés. Vous allez même jusqu'à dire que l'extrême droite est le rempart de la démocratie. Oui. Le protecteur. Oui. J'en suis convaincu, c'est-à-dire que je crois que notre démocratie s'écroule essentiellement parce qu'elle est libérale démocrate, c'est-à-dire parce qu'elle fait des idéaux de liberté et d'égalité un absolu indépassable. Elle a fondé un état de droit qu'elle ne remet jamais en question. Elle a fondé un processus démocratique qu'elle ne remet jamais en question. Des libertés fondamentales qu'elle ne remet jamais en question. Et quel que soit l'ennemi, quel que soit le visage de l'ennemi, elle dit on n'en sort pas. Il faut rester démocrate, il faut rester libéral, il faut protéger tout le monde. Regardez ce qui se passe avec l'ensemble des agressions, des crimes qui sont commis dans notre pays. L'État réagit toujours de la même façon, très douce, très en deçà de ce qui est attendu par les Français, au point qu'un sondage il y a 2 ans donnait à 81% le nombre de Français qui jugent la justice laxiste. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, et ça c'est quoi? C'est en fin de compte, c'est tous ces penseurs du politique qui ne veulent pas sortir de leur petit cadre bourgeois, démocrate, libéral, qui est fort sympathique. Quand on a résolu à peu près tous les problèmes, quand on a une société apaisée, ça marche. Mais quand on a une société minée par la violence comme la nôtre, il faut pouvoir répondre. Et donc, il faut pouvoir sortir de ce cadre-là. Par le réalisme politique dont les auteurs que vous citez, Machiavel, Hobbes, Schmitt. Oui, c'est 3 auteurs absolument clés. J'ai cité Montesquieu tout à l'heure, qui est un auteur qui est vraiment sur ma table de chevet, qui m'aide à penser la chose politique. Mais avant lui, il y a Machiavel et Hobbes. Machiavel et Hobbes, c'est le réalisme, ce n'est pas le cynisme. Machiavel a une mauvaise presse, mais affreuse. Mais en réalité, qu'est-ce que dit Machiavel? Machiavel ne dit pas qu'il faut être mauvais. Il dit, il faut savoir entrer dans le mal si on y est contraint. Pour le bonheur du peuple. Oui, celui qui fait profession en toute chose de bonté, il faut qu'il s'écroule face à ceux qui ne sont pas bons. C'est exactement ce qui se passe. On s'écroule aujourd'hui face à ceux qui ne sont pas bons. Donc la question c'est comment on utilise le mal de manière modérée. Je crains plus que tous, parce que je me frotte au quotidien au thème de la guerre civile, du pouvoir, de la tyrannie. Donc je crains plus que tous l'excès de pouvoir. Et je l'ai vu dans la façon dont Emmanuel Macron, par exemple, a réprimé les Gilets jaunes, alors qu'il était présenté comme le plus démocrate de tous les présidents qu'on ait eus, comme le plus proche de la société civile, comme celui qui allait faire entrer notre pays dans un nouveau monde. Donc il était vraiment la caution de modération par excellence, la convergence du socialisme et du libéralisme, on a vu. On a vu aussi la façon dont il a cadenassé, verrouillé la société pendant la crise Covid. Je ne veux pas trop m'étaler parce que c'est un sujet encore un peu brûlant, mais il va falloir un jour qu'il y ait un aggiornamento sur cette gestion politique. Pas sur la partie médicale, parce que ça, c'est pas mon sujet, mais sur la gestion politique. Il va falloir un jour qu'on y revienne. Donc fondamentalement, il faut se méfier. Et puis surtout, il y a Weimar. Je parle de Weimar parce que je parle de Schmitt. Weimar, tout le monde pense que cette république s'est effondrée à cause d'Hitler. La vérité, c'est que tous les historiens aujourd'hui tombent à peu près d'accord sur le fait que ce sont les libéraux qui ont fait un usage déraisonnable des situations d'exception et des articles d'exception dans la Constitution et qui ont détruit le socle et qui ont permis à Hitler de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont donné les clés
au plus extrême, parce qu'eux n'ont pas réussi à utiliser correctement les symboles du politique. Justement, avant d'évoquer le coup d'État et la dictature, l'utilisation de la dictature, vous dites que le plus grand risque, si les Zemmour ou Le Pen prenaient le pouvoir, serait qu'ils fassent n'importe quoi. Oui. Vous avez peur de quoi s'ils prenaient le pouvoir? Quels seraient les écueils qu'ils devraient éviter? En fait, c'est peut-être le moment de vous dire un tout petit mot d'une copine de Marie-Chantal. Marie-Chantal part en vacances. Nina. Oui, exactement, avec Nina. Elle part en vacances avec Nina, c'est pas le même profil. Donc, Marie-Chantal, bourgeoise, bien habillée, élégante, etc. Nina, elle a un profil mannequin, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sexy, etc. Elles incarnent de droite. Donc, quand je décris, et je le dis d'ailleurs dans le livre, quand je décris physiquement ou Marie-Chantal ou Nina, n'y voyez pas la description d'une femme. Voyez-y une description politique. Je dis, dans ce livre, tout est politique, même la description du féminin. Et donc, oui, Nina, c'est la pro-Pécresse et puis la pro-Zemmour. C'est la pro-Pécresse, voire même la pro-Macron. Pour Marie-Chantal et puis la pro-Zemmour. Pro-Zemmour pour Nina. Ouais. Exactement. Et donc, cette droite-là, aujourd'hui, elle côtoie, qu'on le veuille ou non, la droite Marie-Chantal, et même elle l'influence. Marie-Chantal revient de vacances avec un side boobs, ce qui n'était pas du tout son Oui, les truc. T-shirts très échancrés, exactement, on voit les côtés. Exactement. Et donc, en fait, j'explique ça je l'interprète de manière à essayer de montrer l'influence de cette droite un peu plus populaire, un peu plus sexy, qui semble être en prise avec la réalité. Nina se fait agresser, en fait, dans la rue en sortant d'un restaurant. On a deux profils différents. Déjà, Marie-Chantal ne sort pas du restaurant pendant le repas. Nina sort et puis va fumer sa clope. Elle se fait agresser par deux racailles islamisés. Je veux dire, cette Nina-là, elle incarne la droite qui pense avoir des réponses. Elle a, contrairement à Marie-Chantal... D'ailleurs, les racailles islamisées ne sont pas forcément celles qui agressent dans la rue. Alors... Enfin, on peut en parler, mais c'est d'ailleurs pas forcément le thème. Enfin. Oui, le but du jeu, en fait, c'est de comprendre où se situe la fracture. En fait. Qu'est-ce qui fait que Nina, qui vote Zemmour ou Le Pen, d'ailleurs, elle a pas de... oui, elle peut basculer. Elle aime bien Bardella en ce moment, Nina. Marie-Chantal ne décroche pas de Macron. Bon, les deux se parlent, les deux sont copines. Médiatiquement, en ce moment, ça frite un peu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la partie Nina médiatique, c'est la partie CNews, c'est la partie Europe 1. Elle est taclée par la partie France 5, la partie France 2, qui cherche à la détruire. Donc en ce moment, c'est un petit peu tendu entre les deux, mais elles se parlent, elles font partie du même monde, simplement elles ne regardent pas le monde de la même façon. Et Nina influence Marie-Chantal parce que Marie-Chantal se dit mais c'est vrai qu'elle n'a pas tort quand même. On est quand même emmerdé par la racaille islamisée. Alors c'est qui cette racaille islamisée? En fin de compte, c'est pas les musulmans dans leur globalité. Ça, Nina l'a bien compris et ça, Marie-Chantal l'a bien compris aussi. On a bien compris que c'est une question sociale et que c'est une question culturelle. D'ailleurs, qui vient prêter main forte à Nina quand elle se fait agresser à l'extérieur? Deux serveurs dont l'un des deux s'appelle Karim. Qui vient, au moment où elles sont toutes les deux sur la plage et qu'elles voient deux jeunes Suédoises qui sont là sur la côte atlantique, un peu en dessous du Cap Ferré, se faire aussi emmerder, pardon de le dire brutalement, par aussi deux ou trois gars venus des cités de Bordeaux, qui prend position. Il y a les maris respectifs, mais il y a aussi un homme qui est là, qui est musulman, dont la femme est voilée, me dira Marie-Chantal, dont la femme est voilée, ce qui veut dire que même un islam qui serait plus radical, défie le regard qu'on peut porter sur l'islam, on se dit mais c'est quand même lui qui est venu porter secours à ces jeunes filles. Et pourtant, sa femme est voilée, donc ça veut dire qu'il est porteur d'un islam beaucoup plus rigoriste que ce qu'on croit. Ça, Marie-Chantal, ça la fait réfléchir, mais Nina, ça devrait la faire réfléchir aussi. Cette droite de la droite, cette droite hors les murs, comme on l'a appelée, qui pense qu'elle a des solutions en matière de remigration. Mais elle remigre qui? Elle va remigrer Karim aussi? Ceux qui ont prêté réellement allégeance à la France. C'est quand même compliqué ces histoires-là. Donc en fin de compte, c'est l'occasion, quand on parle de discrimination, d'expliquer à Marie-Chantal qu'on a un problème aujourd'hui, dans toute notre droite, pas seulement la droite souple, la droite dure aussi. On a un problème, c'est qu'on ne repense pas la notion d'ennemi. L'ennemi, c'est clé. Julien Freund, en s'appuyant sur Carl Schmitt, que vous avez évoqué tout à l'heure, dit que penser l'ennemi, accepter une définition juste de l'ennemi,
c'est permettre aux politiques d'exister. Il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. L'erreur des Marie-Chantal et compagnie, c'est de dire « Non mais l'ennemi, moi c'est pas mes ennemis ces gens-là, je veux pas que ça soit mes ennemis ». Et Freund leur répond « Mais c'est pas vous qui décidez. En réalité, si l'ennemi a envie que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et vous pourrez lui faire toutes les protestations d'amitié que vous voulez, vous l'êtes. Et là, on entend chez Freund un écho de Machiavel. Et donc, toute la dernière partie du livre consiste à repenser l'ennemi, à repenser le rapport qu'on a à la violence physique et à la violence civilisationnelle. Ces deux-là ne sont pas les mêmes. J'aimerais qu'on revienne sur la notion du coup d'État. Comment on s'empare d'un État? Est-ce que la violence est nécessaire, obligatoire? Est-ce que le peuple doit être au cœur de ce processus? Le coup d'État, c'est le dernier mot du politique. Le coup d'État, c'est quelque chose qu'on produit au moment où le politique est en train de s'effondrer. On a deux types de coups d'État. J'en cite un premier, qui est le coup d'État serbe en 1903, qui est une barbarie absolue. Bon, je disqualifie le terme. Pour moi, cette barbarie-là n'est pas un coup d'État. On ne saisit pas ce que les Romains appellent l'imperium, qui est le pouvoir, et qui sert réellement à gouverner. Pierre Grimal, dans un petit livre qu'il consacre à l'Empire romain, explique que celui qui saisit l'imperium doit en faire quelque chose de positif, pas de destructeur. Et il prend comme exemple un vigneron qui taille sa vigne pour qu'elle produise davantage de sarments et puis de fruits. Donc c'est ça, saisir le pouvoir par la force. On peut utiliser la force, mais il faut que ça soit positif. Et positif pour qui? Positif pour le peuple. Donc, prendre le pouvoir par la force, ça ne peut se faire que de manière douce, entre guillemets, pour les individus. On a eu par exemple un coup d'État au Niger il n'y a pas très longtemps où le président a été séquestré. C'est impensable. Donc, fondamentalement, un coup d'État, ce n'est pas ça. C'est une violence, oui, mais qui est faite à la Constitution. C'est une violence qui est faite au juridique. On a deux exemples en France qui sont magistraux. C'est le coup d'État du 18 Brumaire, par Napoléon, et c'est un coup d'État moins connu, qui était complètement inconnu, de Marie-Chantal, du 13 mai 58. Marie-Chantal me dit « Mais on est en démocratie aujourd'hui, vous me parlez de coup d'État, ça n'a aucun rapport avec notre quotidien. » Oui, les deux grandes figures françaises, Napoléon et De Gaulle, sont ceux qui ont fait des coups d'État. Exactement. Je veux dire, les institutions, le Conseil d'État, dont on parle beaucoup en ce moment, le Code civil, c'est Napoléon, ça naît d'un coup d'État, il met fin à la Révolution, qui est une forme de guerre civile. On est en pleine guerre d'Algérie, qui est une forme de guerre civile, le 13 mai 58. Après, une forme de rébellion d'un sous-lieutenant, Lagaillarde, qui va finir par emmener avec lui et Massu et Salan, vont emmener De Gaulle dans une demande de gouvernement d'exception, demande à laquelle vont s'opposer les Français, hein, le Pierre Fimelin qui est à l'époque Premier ministre, René Coty qui est président, et qui vont finalement céder. Céder pourquoi? Parce que les institutions sont vermoulues. Michel Vinocq a écrit un livre absolument admirable. Il faut que tout le monde lise ce livre-là sur la guerre d'Algérie. Ça s'appelle « L'agonie de la 4e République ». Il explique par le détail comment la République s'effondre et comment, en réalité, De Gaulle... l'accueillit, quoi. Mais oui, la rétablit, parce qu'en réalité, on a besoin de ça, on a besoin d'une nouvelle constitution. Et là, juste un mot, vous comprenez pourquoi je parle de ces choses-là, Marie-Chantal. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un historien... il y a des historiens qui peuvent s'intéresser à ces questions-là de manière complètement abstraite, simplement parce qu'ils aiment la période ou ils aiment les personnages historiques. Moi, je suis un penseur du politique, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand je lis ce qui s'est passé le 18 Brumaire et quand je lis ce qui s'est passé surtout le 13 mai 58, je vois l'écho, je vois la montée de la violence, je vois l'incapacité de nos structures. Alors on dit Emmanuel Macron est incapable de gérer la violence dans ce pays. Oui, c'est vrai. On dit nos institutions ne sont plus au niveau. Oui, c'est vrai, mais c'est juridiquement que ça pose problème. C'est le cadre politico-juridique. La Constitution, qu'est-ce qu'a fait De Gaulle? Il a transformé la Constitution. René Coty propose à De Gaulle de prendre le pouvoir et de devenir un énième Premier ministre. Il refuse. Il dit non, vous me donnez les pleins pouvoirs. C'est ça la notion de dictature. Vous me donnez les pleins pouvoirs. J'utilise l'armée, certes, mais pas pour installer une dictature. J'utilise l'armée parce qu'il faut faire pression sur le gouvernement, parce que le gouvernement de Fimelin, comme le gouvernement de Macron aujourd'hui, ne cédera pas le pouvoir si on ne le contraint pas. Et
je mets en place, non pas une dictature au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire les régimes type Hitler, Staline, Mussolini, etc., mais quelque chose qui ressemble davantage à la dictature romaine, la dictature de commissaire, c'est-à-dire je prends un pouvoir exceptionnel pendant un temps très court, 6 mois, et je transforme les institutions pour qu'on puisse se défendre. Et donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement c'est pour sauver la démocratie et la République. Terminons avec cette question. Vous dites ceci: le capitalisme libéral est mondialisé, le progrès, le cosmopolitisme, le multiculturalisme nous tuent. En sortir va prendre du temps et nous faire passer par des périodes désagréables. Comment donc dépasser ce libéralisme que vous qualifiez d'ennemi de toute civilisation? Oui, le libéralisme tel qu'on l'a adopté, c'est-à-dire le libéralisme à la mode anglo-saxonne, pas celui de la Renaissance et pas celui du grand siècle. Vous vous rappelez, on en avait parlé pour mon précédent ouvrage, Comment sortir de l'impasse libérale. Ce libéralisme-là, effectivement, nous tue. Il est responsable d'une grande partie de nos maux. Et ce que ni Marie-Chantal, ni Nina, ni cette droite de la droite ne sont capables de voir, c'est que ce libéralisme est destructeur. N'importe lequel des chroniqueurs, qui se dit conservateur, ou des journalistes ou des intellectuels, qui se dit conservateur, vous l'asseyez face à vous et vous lui dites « Définissez-moi une économie conservatrice ». Blanc. Zéro. Rien. En fait, ils font quoi? Ils se rattachent à la doxa libérale. Ils n'ont pas d'alternative. Et donc, la doxa libérale, c'est donc le capitalisme. Et le capitalisme, pour qu'il fonctionne, il faut le mondialiser parce que sinon, il n'y a pas assez de croissance. Et donc, en réalité, ils disent tous d'un commun accord: Fukuyama s'est trompé, c'est pas la victoire des démocraties libérales. Oui, sauf qu'ils vont tous pleurnicher là-bas pour avoir de l'argent. Le meilleur exemple, c'est Mélanie. Pourquoi elle n'y arrive pas? Parce qu'elle est obligée de pleurnicher à Bruxelles pour avoir des crédits. Et Orban, c'est la même chose. Donc la vérité, c'est qu'il faut en sortir de ce truc-là. C'est pas facile. Vous vous qualifiez vous-même, Frédéric Sinclair, de politologue d'extrême droite. C'est en tout cas ce que vous avez essayé d'expliquer dans votre ouvrage, L'extrême droite expliquée à Marie-Chantal. Excellent ouvrage à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci.